à tous, bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux, une émission qui parle du collectif et du vivre ensemble. Mais nous nous autorisons aussi parfois à parler d'exploits personnels, individuels lorsqu'ils sont exceptionnels et c'est le cas de notre invité du jour. On parle également numérique, emploi et droit. Si vous avez quelques contraventions qui traînent au fond du sac, restez avec nous. Mais avant cela, je vous propose de retrouver Evan. Il est dans les locaux d'une recyclerie et vous allez voir que les déchets pour certains bricoleurs, c'est une vraie mine d'or. Salut à tous, ce matin je vous emmène à Rezé à la station-service, mais attention, ici on carbure au réemploi des matériaux. Alors l'idée elle est simple, l'association collecte auprès d'entreprises des chutes de matériaux de construction et les bricoleurs viennent à l'association se fournir en matériaux de construction à moindre prix. Sympa comme concept, non? Bon allez, je vous en parle dans quelques instants. Très sympa, Evan, comme concept. Alban, bonjour. Alban Tessier. Bonjour. Vous êtes membre de l'association À Perte de Vue et vous allez nous raconter tout à l'heure un exploit que vous avez réalisé, un exploit fou l'été dernier. Franck Duterte, bonjour. Vous êtes directeur général de MCO et vous allez tout à l'heure avoir 7 minutes, pas plus, pour recruter, j'espère, parmi nos téléspectateurs. Mais avant cela, place à mon coéquipier du jour. Aujourd'hui, on vous parle numérique et innovation. Bonjour Lam. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler en cette rentrée 2019, un petit conseil, adopter le reconditionné. Exactement. On adopte le reconditionné pour ces smartphones, ces ordinateurs. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le prix des smartphones est en constante augmentation. C'est une courbe qui est vraiment bien grimpante. Par exemple, pour ordre d'idée, je sais pas, Alban, vous, sans indiscrétion, combien vous avez payé votre dernier smartphone? Je ne sais plus exactement, mais aux alentours de 600 et quelques euros. Ben voilà, vous êtes dans la moyenne des Français aujourd'hui. Sachez que voilà, pour l'exemple le plus probant, ça va être chez Apple notamment, où en 2008, ils sortaient l'iPhone 3G, pour ceux qui se souviennent, qui était à 509 € à la sortie. Et aujourd'hui, ils sortent l'iPhone XS, qui lui est à XS Max, qui est à 1259 €. On ne trouve plus dans les XS. Oui, et en plus c'est très compliqué à dire, comme vous venez de le voir. Donc voilà, c'est à peu de choses près le même prix qu'un ordinateur portable. Ça ne remplace pas un ordinateur portable et ça ne remplacera peut-être jamais un ordinateur portable, parce que voilà, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont difficiles à reproduire sur un écran de smartphone qui lui est plus petit. Mais les gens commencent à s'habituer et à accepter ce prix, même s'il y en a quelques-uns qui râlent, et ce qui fait un petit peu aussi la chute du cours d'Apple en bourse ces dernières semaines. Mais donc voilà, on a un prix qui est en réelle augmentation aujourd'hui. Alors, quelle solution est-ce qu'on a si on ne veut pas payer ces énormes prix que vous nous avez dit Alors, les solutions, je vous les donnerai peut-être juste après, mais avant ça, est-ce que vous savez ce qui justifie cette hausse du prix, notamment parce que c'est important de le savoir aussi, on sait qu'un prix augmente, mais pourquoi? La mode, moi je dirais. Alors c'est vrai que le smartphone aujourd'hui sert un accessoire de mode, mais surtout c'est un effet boule de neige, vous le savez, en tant que chef d'entreprise, le recherche et développement c'est un point sur lequel on mise beaucoup, et la recherche et développement qui fait de l'innovation, qui fait créer des nouvelles choses, et forcément des nouvelles choses appellent des nouveaux composants qui eux sont plus chers, et donc on a l'exemple qui a été donné par IHS Markit, qui est un magazine d'information économique américain, et qui dit que le coût de fabrication... Vous avez une drôle de lecture, Aubin, excusez-moi de vous interrompre. Voilà, je passe mon dimanche à lire IHS Markit. Alors, je vous invite chez vous à regarder IHS Markit, qui est un très bon magazine d'information, si vous maîtrisez l'anglais, bien sûr. Le coût de fabrication du Galaxy S de chez Samsung, qui est un petit peu le concurrent de l'iPhone, qui serait passé de 179 $, oui, forcément, les monnaies sont données en dollars, mais je vous ai converti ça en euros, soit 156 €, à 307 $, 268 €, main-d'œuvre incluse. Donc c'est une augmentation de 72% sur 8 ans. Donc c'est quand même assez important. Et justement, par rapport aux différents composants, aux nouveautés qu'on apporte sur les smartphones. Et vous savez quoi? C'est pas un argument qui me parle. Et mauvaise nouvelle, ça va continuer à augmenter parce que on a des innovations qui sont prévues pour 2019 et les années à venir, avec notamment l'arrivée de la 5G, les téléphones pliables et beaucoup d'autres. Donc voilà, donnez-moi une solution parce que moi je ne suis pas prête à mettre ce prix-là. Donc ça c'est la bonne solution maintenant, c'est la bonne réponse. Plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors soit vous investissez sur ce type de smartphone qu'on peut voir juste derrière moi, voilà, qui permet juste d'appeler. C'est un Matrix Phone des années 2000, si vous voulez, Alban. Donc un truc, tout ce qui va de plus simple, avec une bonne antenne, un clavier numérique assez facile à prendre en main. Vous allez nous conseiller le fax tout à l'heure? Pourquoi pas, mais voilà, vous pouvez téléphoner, envoyer des SMS, c'est quand même pas si mal, c'est la base du téléphone. Ou sinon, vous pouvez être un petit peu plus malin et adopter donc le reconditionné. Est-ce que vous connaissez le principe du reconditionné?
Non, on fait de l'ancien avec du neuf. Enfin, on fait du... Oui, c'est ça. On fait du neuf avec de l'ancien. Voilà. Parce que faire de l'ancien avec du neuf, bon, il n'y a pas grand intérêt. C'est la recyclerie des vannes, ça. Donc, à l'origine du terme, c'est vrai qu'il s'agissait de téléphones neufs qui étaient retournés en boutique. Et en fait, après quelques jours d'utilisation, c'était le droit de rétractation du consommateur qui, le téléphone ne lui plaisait pas, donc il le ramenait en boutique et il était revendu. On appelait ça du reconditionné parce que les prix étaient moins chers. Mal. Ça, c'était à la base. Aujourd'hui, on le trouve beaucoup moins et la notion a largement évolué et elle inclut même une dimension écologique. Parce qu'en fait, en remettant un smartphone dans le circuit de vente, on économise des centaines et de milliers même de déchets qui sont produits par justement les smartphones lorsqu'on les jette à la poubelle, etc. Donc, une initiative qui est beaucoup moins polluante et surtout avec l'expansion du marché de l'occasion. Où aujourd'hui, les gens rachètent beaucoup des objets qui ont servi au passé. Et donc voilà, on l'a sur Le Bon Coin, sur beaucoup d'autres sites et applications. Donc voilà, il y a cette tendance qui est vraiment montante, mais c'est quand même à distinguer l'occasion et le reconditionné. Parce que d'après, donc je consulte aussi des sites français, Wikipédia, la petite référence à Wikipédia, un reconditionnement, c'est un travaux de réparation qui permet la remise en état pour une bonne utilisation d'une machine ou d'un produit. Donc on a bien une remise en état et non pas le rachat d'un produit qui a déjà été utilisé. Oui, donc il a... Voilà, exactement. Tout à fait. Donc il y a des garanties qui sont proposées. Donc ça c'est selon le constructeur, mais surtout il y a 3 critères qui sont à prendre en considération pour du reconditionnement. C'est-à-dire que le produit a été réparé, donc il y a forcément un changement de pièce. Le produit, s'il est dans son état d'origine, c'est bien un produit qui est d'occasion. Le produit a été remis à neuf, donc c'est-à-dire c'est indispensable pour l'appellation reconditionné. On lui a changé son écran. Ça coûte vraiment moins cher du coup si on prend un reconditionné. Ah ouais, ça coûte vraiment moins cher. Vous êtes à 50% moins cher que sur un téléphone neuf. Il y a un petit comparatif que je pourrais vous donner tout à l'heure, par exemple, sur les iPhones. Il y a l'iPhone 7, 32 Go de chez Apple qui coûte 529 € en magasin et en reconditionné qui coûte 299 €. D'accord. Donc l'avantage est nettement intéressant. Et j'ai les mêmes garanties. Je l'achète, s'il y a un souci, je peux le ramener. Vous avez des garanties selon les constructeurs. Moi, je vais vous en présenter comme par exemple Back Market, qui est un constructeur comme Recommerce, qui sont des revendeurs sur le web qui sont très connus aujourd'hui et qui proposent des garanties jusqu'à 6 mois. Donc vous avez 6 mois pour retourner votre smartphone. Donc je vous disais sur les critères, c'est important aussi d'avoir un téléphone qui a été poli, l'écran changé, la batterie neuve. Donc ça fait partie aussi du critère de reconditionnement. Et surtout, il doit être préparé par un professionnel. Donc en fait, quand on vous remet le smartphone, il doit être quasiment dans les mêmes conditions que si vous l'achetiez en magasin, c'est-à-dire en boîte, avec un kit, donc pour les accessoires, les écouteurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle les 3 critères sur le reconditionné. Donc c'est moins cher. C'est moins cher. C'est écologique et surtout. Et c'est garanti. C'est garanti aussi. Bon, j'ai trouvé mon portable. C'est super. Est-ce que c'est simplement réservé aux particuliers ou aux flottes aussi entreprises? Là, c'est le dirigeant qui parle. Mais tout à fait. Mais vous avez bien raison parce que justement, c'est des entreprises qui consomment beaucoup plus ce genre de technologie-là et qui peuvent faire des gestes qui sont forcément plus importants parce que c'est acheté en plus grande quantité. Et c'est aussi ouvert aux entreprises. Il y a d'ailleurs des entreprises qui sont en Pays de la Loire qui proposent ce type de produits, comme Largo, qui commercialise ses produits sous la marque Relax. Et Largo, en fait, c'est une société qui est installée à Sainte-Luce-sur-Loire, donc en Loire-Atlantique, et qui propose des téléphones reconditionnés, qui reconditionnent 5000 smartphones par mois. Et donc voilà, ils sont installés, comme je disais, en Loire-Atlantique. Vous avez bien fait de venir. Et ils revendent leurs produits. Vous pouvez retrouver leurs produits. Ils sont distribués dans différentes boutiques, mais ils sont distribués dans tous les Leclerc. Et donc il y en a à Nantes, Angers, les Sables-d'Olonne, il y en a un petit peu partout. Voilà. Super, Robin. Moi, j'aime bien vos chroniques comme ça quand ça me permet de... Ça fait gagner de l'argent et on fait un petit geste pour la planète. Exactement. Et c'est ensemble et c'est mieux. Donc voilà. Parfait, très bien. Restez avec nous. Alors, on va faire du neuf avec du vieux grâce à Evan. On retrouve Evan qui est à la station-service, c'est une association à Nantes, à Rezé, pardon. Ce matin, je vous emmène à Rezé, à côté de Nantes. C'est station-service au pluriel. Ici, les déchets des uns font les ressources des autres. Une bien belle devise qui résume plutôt bien le concept. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors ici, c'est un peu le magasin de bricolage du réemploi. Tu peux nous présenter un petit peu justement, c'est quoi station-service? Alors station-service, c'est une recyclerie de matériaux. Donc on collecte dans des entreprises des matières et des chutes de production qu'on remet en vente ici à bas prix. Et dans quel but tout ça? En fait, il y a 2 principaux buts. Il y en a un, c'est plutôt écologique pour éviter de toujours produire des ressources, des nouvelles ressources. Et puis il y a un but économique aussi parce que effectivement, quand on achète ici, c'est beaucoup moins cher que quand on achète du neuf. Alors justement, allez faire un petit tour dans les rayonnages. Par exemple, là, on voit des lattes de parquet, mais il y en a quand même pas beaucoup. Alors à quoi ça sert d'acheter quelques lattes de parquet comme ça pour sa maison? Ici, juste rien que cette pile-là, ça suffit à faire par exemple un cabinet de toilette.
Ah oui, bah oui. Et puis en plus, j'ai vu tout à l'heure, c'est 2 € le mètre carré. Dans le commerce, ça coûte quand même bien plus cher. Dans le commerce, on est plutôt aux alentours de 10 ou 15 €, oui. Est-ce qu'il faut être adhérent pour venir ici? C'est pas obligatoire. Après, on le conseille parce qu'en plus, quand on est adhérent, on a un pourcentage sur les prix. Bon, et puis en plus, on fait une bonne action. Ici, il y a plein de matériaux, du bois, du cuivre, du parquet, comme on vient de voir. Ils viennent d'où tous ces matériaux? Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est de la collecte en entreprise principalement. Et puis, on a aussi des particuliers qui viennent déposer des matériaux ou des fins de chantier qu'ils ont, et plutôt que de les jeter à la poubelle. Vous avez des partenariats avec peut-être des grands magasins du coin aussi qui vous donnent leurs invendus? On a des partenariats, beaucoup. Enfin, on travaille avec à peu près régulièrement 80 entreprises. Effectivement, ça va de très grosses enseignes jusqu'à des petites PME. Et alors, comment est-ce que tu as eu l'idée de monter cette association ici à Rezé? Alors, l'idée n'est pas de moi, mais dans une autre vie, j'étais artiste, et du coup, la structure qui m'accueillait à New York était adhérente d'une association comme celle-ci. Et quand j'ai visité cette association-là, j'ai eu qu'une obsession, c'était de la refaire ici, en fait, à Nantes. Bon, bah en tout cas, on a hâte de découvrir la suite. Restez avec nous parce que vous allez voir que les étalages de station-service nous réservent encore de bien belles surprises. À tout à l'heure, Evan. Alors, tous les jours, sur ce plateau, nous faisons venir, et oui, des entreprises, des entrepreneurs qui recrutent dans la région. C'est notre temps de l'emploi. Mais avant cela, 2 offres d'emploi qui nous ont été fournies par Pôle emploi. Elles sont à pourvoir immédiatement, alors prenez les références. Un monteur câbleur électricien en atelier est recherché au Mans pour un CDD de 6 mois. Alors, vos missions sont le câblage et le raccordement d'armoires électriques, des équipements industriels de commande et de puissance, des tests électriques des équipements lors de la réception. Et puis, vous devrez également préparer et organiser les chantiers et mise à jour des schémas électriques tout au long du projet. Donc c'est un CDD à pourvoir de 6 mois au Mans. Également un assistant de production à Laval est recherché pour un CDI cette fois-ci. Vous aurez pour mission de prendre en charge toute la gestion des données de production, assurer la planification de l'atelier, le suivi des inventaires tissus et la gestion des besoins en produits et colorants. Vous retrouvez ces offres d'emploi sur le site de pôle emploi.fr. Franck Dutertre. Vous êtes, je disais tout à l'heure, directeur général de MCO. Alors MCO, c'est une entreprise de menuiserie et de construction bois. Vous travaillez pour les particuliers et les professionnels. Vous êtes basé à quel endroit? Donc, nous sommes basés à Orvaux et nous avons un point commercial sur les Sorinières. Et nous avons aussi racheté il y a quelques années une entreprise sur la Baule, qui est implantée à Trignac et dans le centre de la Baule, qui s'appelle Guilleneuf. Vous avez combien de salariés actuellement? Nous sommes 150 personnes. Et vous recherchez combien de personnes? 12 personnes. 12 personnes. Oui. Quels sont les métiers de MCO déjà? Alors les métiers de MCO, c'est la menuiserie extérieure, toute ouverture pour une maison. Et donc la menuiserie en alu, en bois, en PVC. C'est-à-dire les portes et les fenêtres? Les portes, les fenêtres, les portes de garage, les portails de clôture. Et puis tout ce qui fait qu'on puisse sortir vers l'extérieur dans une fenêtre, en tout cas voir la belle humidité qui y réside. Dans le beau soleil. C'est vrai, de temps en temps. Et vous parliez d'ossature bois aussi, donc vous faites de la charpente? On fait une intervention sur l'ossature bois et de la charpente. On est plutôt sur des réhabilitations que du neuf. Parce que les grosses entités sur la charpente, nous nous y attendons plus. Il y a des spécialistes qui sont meilleurs que nous. Et on parlait d'innovation du coup tout à l'heure. Est-ce que vous avez adopté des principes innovants sur notamment le PVC recyclé, sur de l'utilisation pour l'extérieur de PVC recyclé ou... Alors nous concrètement, on ne fabrique pas beaucoup la menuiserie, on achète des produits manufacturés. Par contre, on a mis un système RSE pour le recyclage de tous les produits que nous posons. Et donc aujourd'hui, on est entre 73 et 75% de traçabilité sur les produits jetés. Oui. Donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est ça. Très et bien. on a aussi lancé pas mal de véhicules électriques, parce que je pense que c'est important de protéger cette belle planète. Vous travaillez avec les particuliers, donc ça peut être la fenêtre ou la porte de ma maison, mais aussi avec des professionnels? Oui, on travaille donc avec le particulier sur les différents domaines qu'on a parlé tout à l'heure. Le professionnel également. On est chez des bailleurs sociaux, chez tous les institutionnels, que ce soit les mairies, la métropole, Conseil général et CHU, et aussi chez les promoteurs. Et nous ne faisons que de la rénovation globalement partout en dehors des bailleurs sociaux et des promoteurs, où nous sommes surtout sur la menuiserie extérieure,
pour ce domaine-là. Quels sont les profils que vous recherchez alors ? Écoutez, c'est divers et varié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le bâtiment, on a du mal à recruter, on a du mal à être sexy pour amener du monde. Donc, nous, nos recrutements passent d'un responsable d'activité pour les hôtels. On couvre la France entière avec le groupe Accor. Et aujourd'hui, on cherche un responsable dans ce domaine-là. Un responsable, qu'est-ce qu'il fait par exemple ? Eh bien, il a 10 personnes sous ses ordres qui sont à la pause. Il a une assistante et un conducteur de travaux. Il doit prendre les affaires, les chiffrer, faire de façon à ce qu'on ait cette affaire et mettre tout en œuvre pour que ça soit rentable et que le client soit satisfait pour continuer à travailler avec nous. Donc il est à la fois artisan et commercial finalement, il a la double casquette. Il a une multiple casquette et il nous faut quelqu'un et c'est pour ça qu'on est très 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 enclin à faire une rémunération qui est très attractive pour ce genre de personnes. Qu'est-ce que vous entendez par aujourd'hui, on est dans les 50-60 000 euros bruts pour attirer cette personne à l'année. D'accord. Avec véhicule de 5 places, des téléphones et des primes éventuelles s'il atteint ses objectifs en complément. Alban, je vous vois acquiescer. Vous aviez envie d'ajouter quelque chose ? Je ne connais pas grand-chose en couverture et je n'ai pas de travaux prévus par la suite, mais je retiens bien. Non, moi je dirais Alban plutôt en commercial, parce que pour les travaux, je ne garantis pas le résultat final. Désolé, Alban. Peut-être pas tout à fait droit, mais bon. D'autres profils peut-être ? Oui, donc nous avons aussi une assistante pour l'accueil en salle expo. Premier accueil, premier contact est vraiment très important pour que le client ait envie de continuer son aventure avec nous. Et puis ensuite, toute l'activité de pose, parce que nous sommes une entreprise où nous posons, nous fabriquons peu. Et donc là, aujourd'hui, on a 4 personnes et on cherche aujourd'hui des encadrants pour former des personnes qui sont chez nous. Parce qu'on a globalement bien recruté pour les personnes qui sont en aide, mais il nous manque 4 chefs d'équipe donc sur le Nantais, donc des vrais patrons sur le chantier. Et puis derrière, un chef d'équipe pour les hôtels, donc là avec dans la France entière, voire quelques animations. C'est ça qui explique la difficulté de recrutement, c'est-à-dire que vous avez besoin d'artisans, mais là vous leur demandez finalement d'occuper la position de managériale, enfin d'être chef d'équipe, donc c'est autre chose. C'est ça, c'est qu'on a des vrais techniciens qui sont passionnés par leur métier, qui ont passé le stade d'autonomie, mais ils ont du mal à mettre en œuvre le management, donc on a beau former, malgré tout. Il y a cette difficulté, cette envie ou pas d'accompagner les jeunes à grandir. Et ça plaît justement aux jeunes, ce type d'activité, avec les concours de meilleurs ouvriers de France, ou je ne sais pas si ça en fait partie, les la menuiserie pour le coup, les compagnons. Alors, il y a eu un vrai moment où il y a une baisse, et donc on est dans ce moment où il y a peu de ressources. On a tendance à penser qu'il y a un retour de cette envie au quotidien, mais malgré tout... ça se concrétise pas sur le terrain, on forme, nous, 7 à 8 apprentis par an, et on prend aussi des GEC, c'est un groupement d'entreprises d'insertion par la qualification, et on a 2 personnes. Donc on a du monde, on a un peu de vivier pour être aidé, mais on a peu de vivier pour accompagner et former les gens, pour que demain on ait les jeunes qui forment les nouveaux qui arrivent. Les chefs d'équipe. Les chefs d'équipe, c'est vraiment le gros problème aujourd'hui. Écoutez, le message est lancé, j'espère que vous l'avez entendu et surtout n'hésitez pas à envoyer votre mail à pdl@ensemble c'est mieux, ça c'est notre adresse à nous, on fera transmettre, mais vous pouvez également écrire directement à MCO Entreprise, vous avez le mail qui s'affiche. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement, parce que quand on est chef d'entreprise, on a autre chose à faire que d'être sur un plateau de télé, mais vous êtes venu et c'est super. Merci à vous. Ça fait partie du métier et merci à vous. Alors, maintenant, c'est l'heure de notre feuilleton de la semaine. Et oui, vous savez, chaque lundi, une nouvelle aventure. C'est le principe de cette émission. Vous avez un projet, vous avez besoin d'un coup de pouce, vous nous contactez via notre groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 et on essaiera d'y répondre. Vous êtes... les bienvenus, on a besoin de vous, on a besoin de ces projets et on espère vous aider. Alors vous êtes, la semaine dernière on a parlé de Jean-Michel Martinet du refuge de la SPA. Eh bien cette semaine vous allez voir, nous avons un nouveau message d'un téléspectateur, il habite en Bretagne, il s'agit de Michel Campion. Bonjour, je m'appelle Michel Campion, je suis responsable de l'association Vers le Jardin. Nous faisons appel à l'équipe d'Ensemble c'est mieux pour acquérir des arbres, pour créer une forêt pour les générations futures. Alors notre but c'est d'en avoir 300 à 400.
et plus si affinité. Mais voilà, on a besoin de vous. Merci. Voilà, vous avez entendu le message de Michel Campion, donc cet amoureux de la nature. Eh bien, c'est Eugénie de l'équipe d'Ensemble C'est Mieux qui a répondu. On regarde, avant peut-être d'aller chercher des arbres, on va faire connaissance avec son association. Et voilà, ça y est, je suis bien arrivée à la ferme à Raymonde. Un lieu solidaire, une ferme qui promeut la biodiversité et le développement durable. Ils ont besoin d'aide parce qu'ils veulent planter une forêt de toutes pièces, planter des arbres. Et moi, je vais venir les aider parce qu'ensemble, c'est mieux. Je vais aller retrouver l'équipe qui va faire la plantation d'arbres et essayer d'en savoir un peu plus. Michel ? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça se prépare, la plantation ? Là, on est en train de faire un débriefing pour après-midi pour préparer la fête de l'hiver. C'est la première année que vous faites ça ? Ah non, c'est pas la première année. On fait ça depuis 15 ans. On fête les saisons depuis 15 ans. Mais c'est la première grande fête qu'on organise ici sur la ferme à Raymonde. C'est quoi le projet de la ferme à Raymonde en général ? C'est permettre à tous et à chacun de s'approprier un peu de biodiversité. Pour moi, c'est la biodiversité humaine, mais naturelle, avec les animaux, avec les plantes. C'est tout l'environnement qui doit être pris en compte. Par exemple, vous voyez juste à côté de nous, là, Qu'est-ce que c'est ? On appelle ça un hôtel à insectes. L'idée, c'est de permettre à chaque animal, chaque insecte, chaque volatile, de pouvoir y trouver une place. Donc, on arrive dans le potager. Oui, vous me montrez ? Le premier potager qu'on a créé, en fait. Vous avez planté quoi, alors ? Là, par exemple, là, on voit qu'ils apparaissent encore. Il y en a plein. Hein. Ça faisait 3 mètres de haut. C'était des topinambours. On les voit, là. Quand on fouille un petit peu, dès qu'on les sort, vous voyez, c'est une production complètement surréaliste. Ah bah ouais. Là, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Donc, on le distribue, on le donne aux gens et puis aux animaux. Qu'est-ce que je vois là-bas ? Parce qu'il y a aussi une plantation, c'est ça ? Alors, une plantation là, qui est prévue. on va aller sur notre projet grandiose. C'est sur la création de la forêt. C'est-à-dire qu'on va permettre aux gens de pouvoir y mettre un arbre qui va être là pour les générations futures. J'ai bien fait de prendre mes bottes, moi. Le but, c'est d'en mettre 300, 400. D'accord. Voire plus quand on pourra trouver un peu plus de terrain. Et moi, je peux vous en ramener combien ? J'en sais rien. Moi, je pense que je peux vous en ramener au moins 30. Écoutez, c'est le bonheur. Il y a quelques essences qu'on a installées. Hein. On voit là, il y a des érables du Japon. Ouais. Après, il y en a beaucoup de chênes qui sont récupérés. Là, on voit un qui a été planté le 3 novembre. En fait, l'idée, c'est que chacun s'investisse qui viennent en voir. venant planter son arbre. C'est ça la première chose. Une jeune fille un jour qui vient nous voir, elle dit « J'ai perdu ma meilleure amie au printemps et on aimerait, avec 10 copines, on était très proches, de planter un arbre sur la forêt Raymonde. » Elle m'a demandé si c'était possible qu'elle vienne de temps en temps célébrer l'anniversaire, les choses, les trucs, les machins. Et je lui dis « Ben ouais, au contraire. Et on pourra mettre des décors ?» Oui, au contraire. C'est un arbre du souvenir, en fait. C'est un arbre du souvenir, pour eux, pour elles. Là-bas, on était sur l'espace agricole. Maïs, la grosse culture, la voie express, les avions. Enfin, et là, quand j'ai découvert ce terrain, j'ai dit « Waouh ! Putain, qu'est-ce qu'on sent bien !» C'est l'endroit le plus agréable de la propriété. On se croirait dans un cocon, un peu, un cocon de verdure. Je l'ai appelé le potager d'Hervé. R.V. Pourquoi ? Parce que c'est un bonhomme que j'ai connu, qui a quitté notre monde. Et son père, quand il est parti, il m'a dit « C'est dommage qu'il n'ait pas eu assez de temps pour te rencontrer, pour remettre les pieds dans la terre. Ça m'a tellement marqué qu'on a appelé ça Hervé. Ce qui est touchant, c'est qu'on voit que ça a été pensé pour être durable, être dans l'avenir, et en même temps, c'est fait de toutes ces histoires individuelles. On est toute une équipe derrière notre histoire, donc en effet, j'ai besoin des autres. Et les autres, à un moment donné, tu rends. Plus tu donnes, plus tu reçois. Donc c'est une philosophie peut-être, mais c'est vrai. Bien sûr, en parlant de donner, moi, il faut que je vous trouve 30 arbres au plus vite.
Donc je vous laisse, je vous retrouve très vite et je vais aller chercher ces 30 arbres. On se dit à très vite. Ça marche ? Ok, super. Ok. Au revoir. Demain, la suite de notre feuilleton. Avant de trouver des arbres, elle va devoir contacter un maximum de pépinières. Voilà, Eugénie a du travail quand même. Bravo à elle. Si vous aussi, vous avez des projets, eh bien, rejoignez notre groupe Facebook Ensemble, c'est mieux avec France 3. On vous y attend. Comme ça, on vous donnera peut-être un petit coup de pouce. Nous avons également une adresse mail pour nous contacter, pdl@ensemble c'est mieux. Bonjour à vous, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur le plateau d'Ensemble, c'est mieux, votre nouvelle émission régionale. Ici, on peut parler de tous les sujets qui vous intéressent, santé, conso, numérique, tendance, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et le tout dans un esprit, je l'espère, convivial. Marie-Hélène, je vous souhaite également la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Au-delà du regard et vous êtes aux côtés d'Alban Tessier, que vous connaissez d'ailleurs, oui. Membre de l'association À perte de vue. Et puis, tout à l'heure, si vous êtes un abonné malgré vous aux contraventions, restez avec nous, un avocat du barreau viendra nous dire comment est-ce qu'on peut contester ces contraventions, ça peut être intéressant. Et puis bien sûr, on retrouvera Evan tout à l'heure pour la suite des aventures à Station Service. Aujourd'hui, 2 personnes engagées sur le plateau, 2 exemples, 2 personnes qui sont sorties de leur zone de confort. Bravo, c'est notre témoignage du jour, notre thème du jour. Alban. Alors, vous êtes dans la vie de tous les jours. Votre casquette, c'est enseignant en informatique et en braille. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Mais de temps en temps, vous vous transformez en un fou d'exploration, c'est ça ? Ouais. Et d'expédition extrême. Je ne sais pas si on peut dire fou, enfin en tout cas une fois, ça m'est arrivé. Oui. Alors, de mon point de vue, c'est complètement fou. En 2018, vous avez traversé seul le Salar d'Uyuni, donc c'est le désert de sel en Bolivie. J'ai envie de vous dire, pourquoi, à 40 ans, vous décidez de faire ça ? C'est la crise de la quarantaine ? J'en sais rien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit ? Il m'est passé par l'esprit, en fait, que je fais partie de l'association À perte de vue, comme vous l'avez dit, qui sensibilise au handicap visuel, qui essaye de démontrer qu'il y a des possibles, même avec un handicap. Et donc, l'objectif, c'était de mener un projet un peu hors norme pour justement illustrer cette façon de dire qu'il y a des possibles. C'est possible. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes atteint d'une rétinite pigmentaire. C'est ça. Donc, c'est une maladie de la vision qui est évolutive. Et vous l'évoquez dans un film court, Des cicatrices à la liberté. Je vous propose de regarder un extrait, puis on en parle juste après. D'accord. C'est à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à perdre la vue. Sans le savoir, j'étais atteint d'une rétinite pigmentaire. J'ai vécu cela comme un deuil. J'ai perdu progressivement tous mes repères. Il m'a fallu réapprendre à m'orienter dans l'espace et développer mes autres sens. Ma famille et moi, nous essayons de surmonter ça. Et comme un enfant, j'apprends à apprivoiser l'obscurité. La vue est un don précieux, auquel pourtant la plupart des gens qui voient ne prêtent même plus attention. Il y a des parents qui refusent de voir leurs enfants grandir. Ironie de la vie, voir mes filles grandir était mon vœu le plus cher. Leur visage restera à jamais gravé dans ma mémoire. Alban, aujourd'hui, où en est votre vision, vous ? Alors aujourd'hui, sans faire trop technique, parce que c'est pas évident d'expliquer, je vois encore un petit peu, essentiellement des formes. J'ai une acuité visuelle qui est assez basse, et surtout, je vois comme dans un tube, donc une vision qui est inférieure à 5 degrés de vision centrale. Et dans cette vision centrale, c'est relativement flou. Et c'est flou aussi. C'est ça. Alors, quand vous décidez de partir sur cette expédition, j'imagine que vous avez dû vous préparer. Comment est-ce que vous y êtes pris ? Oui, tout à fait, parce que moi, à la base, je ne suis pas du tout explorateur, plutôt assis dans mon canapé, tranquille. Je suis sportif, j'ai fait beaucoup de vélo, et puis plus récemment de la marche, mais plutôt pour me préparer à ce projet-là. En fait, ça a été un projet de longue haleine, puisqu'il m'a fallu 3 ans de préparation pour connaître le lieu déjà, qui est un environnement assez complexe,
Et puis appréhender tout le matériel, savoir déjà ce qu'il me fallait comme matériel, je ne le savais pas, préparer la logistique avec une équipe sur place, c'était un travail relativement long. Et puis surtout, ce qu'il fallait définir, c'était aussi quel était l'outil qui allait me permettre de me guider sur cet espace, parce que c'était bien là la difficulté en fait, c'est de définir un outil technique qui puisse vous orienter. M'orienter. Donc là, on a trouvé une application en fait, WheezyGo, qui est développée par une entreprise française qui s'appelle GoSense. Je prends. Et qui m'a permis d'enregistrer un parcours. Et cette application en fait m'a restitué par des sons spatialisés, donc simplement des bips à droite et à gauche, pour que je puisse m'orienter. Vous écartez ou non. Voilà, c'est ça. Dès que j'allais trop à droite, j'entendais un tong-tong sur le côté droit et ainsi de suite sur la gauche. Un radar de recul, mais permanent. Voilà, exactement. Et puis après, des indications. Et vous avez parcouru combien de kilomètres comme ça ? 140 km. 140 km à 4000 mètres d'altitude. C'est ça. On a vu des images, il y avait des conditions météorologiques incroyables. Alors c'était un peu exceptionnel parce que moi j'avais les relevés des 10 dernières années où je savais à peu près où j'allais. Certes, normalement du froid, mais pas de pluie, pas de neige. Je dis ça parce que là, sur les 7 jours en fait, de traversée, j'ai quand même eu 3 tempêtes. Neige, vent, des températures qui étaient un peu moins froides que prévu. D'accord, donc là c'est un désert de sel. C'est ça. Et vous dites qu'il a neigé. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Mais moi, je me dis, alors parce que là, ce que vous faites à côté de ça, Mycorn, c'est du pipi de chat, pardon, mais je le dis. Là, de se fixer un défi comme ça, un objectif comme celui-ci, avec toutes les contraintes que ça implique, est-ce que c'est un défi pour vous, un défi qui aide les non-voyants et malvoyants à se dire que c'est possible, ou même un défi qui dit aux gens qui voient très bien, réveillez-vous parce que il y a peut-être Restez pas dans votre canapé. Voilà, c'est ça, restez pas dans votre... C'est un peu de tout ça, c'est-à-dire forcément l'objectif principal, c'était le deuxième, c'était de démontrer aux personnes en situation de handicap, en tout cas aux malvoyants, qu'il y a des possibles, mais aussi au grand public de dire, regardez ce qu'aujourd'hui un malvoyant peut faire. Alors je ne dis pas que tout le monde peut le faire non plus, mais si on la rattache au quotidien, par exemple, si on reprend le cas de M. Dutertre, il pourrait embaucher une personne déficiente visuelle sur un poste informatique, alors pas pour poser des fenêtres, mais ce serait possible. Par exemple à l'accueil, pourquoi pas. Mais après, oui, effectivement, tout le monde peut se saisir de ça. C'est Mycorn qui le dit, puisque vous le citez. Sortir de sa zone de confort, on est tous pareils dans notre quotidien. On s'installe dans une certaine routine, on se fait une montagne de plein de choses. Et au final, si on se prépare bien, si on essaye de comprendre un peu les choses, parce que c'est ça, avant tout, il faut savoir où on va. En fait, on se rend compte que je ne dis pas, encore une fois, que tout le monde pourrait le faire, mais beaucoup de monde pourrait le faire. C'est la même démarche, Marie-Hélène. Vous, votre association amène des jeunes malvoyants dans le désert du Sahara. Tout à fait. C'est pour les mêmes raisons. C'est un petit peu, oui, il y a une partie qui est un petit peu similaire, c'est-à-dire le désert, c'est le seul endroit au monde où les jeunes non-voyants et malvoyants peuvent marcher et courir en toute liberté. Donc c'est le premier objectif. C'est vrai que ça les libère de la vigilance qu'ils ont quotidiennement. En fait, ça leur fait un bien fou de se libérer de ça. Et ça, voilà. Déjà ça, mais aussi l'expérience de groupe aussi qui est très très forte en fait, parce que c'est un groupe, des groupes assez restreints, mais il y a des jeunes non-voyants et des jeunes voyants ensemble, et qui ont une vie de groupe très très riche en fait, parce qu'ils passent une semaine ensemble, et partir à 11-12 ans dans un désert, en quittant ses parents, en allant dans ce milieu-là. 11-12 ans. Oui, à partir de donc c'est à partir de c'est des jeunes, et donc ils partent ensemble et ils ont une vie de groupe extraordinaire. Il y a aussi des échanges avec les Tunisiens qui sont vraiment d'une extraordinaire bienveillance et générosité et une joie de vivre qui se communique aussi. Donc il y a aussi cette partie de vie de groupe qui est vraiment, en fait, souvent c'est ce qui est les jeunes. Ça les porte ensuite pour leur vie, quoi. Voilà. Ils sont combien ? Vous dites l'expérience de groupe, des caravanes, on dit ça pour. Là, pour les jeunes, c'est des groupes. Cette année, ils vont partir à 9 là, en février. C'est des groupes de 8-9 jeunes. Voilà, c'est des petits groupes pour que ça reste comme une fratrie, en fait. Ça fonctionne comme une fratrie avec des plus grands. Ça va de 12 ans à 18 ans. Mais voilà, c'est
Et les jeunes accompagnants, en février, c'est pas mal. C'est pas mal. Les jeunes accompagnants, ces bénévoles, ils viennent d'où? Comment vous les recrutez? Ils viennent d'où? Il y a une partie qui vient... Aubin peut partir avec vous, par exemple? Ça m'intéresse. Non, mais là, ce sont des ados, en fait, qui accompagnent. Les jeunes voyants sont des ados. Après, il y a aussi des voyages pour adultes aussi qui sont... je ne permets pas. Par exemple, là, les jeunes voyants, ils viennent en partie du Cellier, parce qu'on a un partenariat avec la commune du Cellier. Donc, il y a des jeunes du Cellier qui viennent tous les ans, mais il y a aussi d'autres places, en fait. Et après, il y a aussi un voyage pour adultes, là où aussi tout adulte qui est partant peut se joindre, il fait partie de l'équipage. C'est ouvert. Lors d'un des derniers voyages, vous en avez profité pour réaliser un documentaire. Oui. Vous parliez tout à l'heure de ce sentiment de liberté. Je vous propose de regarder un extrait. Il y a un jeune homme qui en parle très bien. Merci. Je disais à Romain tout à l'heure que je trouvais incroyable de ne pas voir l'étendue de sable, mais qu'à chaque pas que je fais, je trouve du sable sur mes pieds et zéro obstacle. Et ça, c'est fou. Quand on est dans une ville, on se sent oppressé par les murs, par les arbres, par les poteaux qui surgissent d'un seul coup, une marche, quelque chose comme ça. Et là, il n'y a vraiment aucune oppression. Et ça, je trouve ça super agréable. Vous avez participé à un des voyages? J'ai participé à tous les voyages, c'est-à-dire tous? pour l'instant 21. 21 voyages? Oui. Très bien. Et là, vous dites qu'il y en a un en février prochain? Oui, sur les vacances de février, oui. Alors, pourquoi avoir choisi la Tunisie, par exemple? C'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. On a fait des excès, par exemple au Maroc, mais en Tunisie, c'est un désert de sable qui permet vraiment cette liberté de déplacement. Il n'y a pas d'endroit rocheux, donc c'est vraiment l'espace de petites dunes qui est vraiment accessible et très facile. Et on a aussi une équipe tunisienne qui est vraiment des partenaires qui sont partie prenante du projet et qui apportent énormément au projet aussi. Voilà, c'est ça. Je me disais quel regard vous avez face à justement, donc voilà, vous pouvez organiser 21 voyages au Sahara avec des personnes qui sont malvoyantes. Et par contre, il y a certaines entreprises et certains accès dans les villes qui sont compliqués encore aujourd'hui, en 2019. Quel regard vous avez face à ça? Dépité, je crois. Là, il y a eu un... Oui. Ça la laisse muette. Il y a une partie qui n'est pas ménageable, il y a une partie de la civilité aussi, je sais pas, ou pas aménagée, mais oui. Mais de toute façon, ça restera toujours un peu plus compliqué. Bon, il y a quand même toujours la partie, comment dire, les bruits, les obstacles, quand même, ça oblige quand même à une vigilance, quoi qu'il arrive, il y a toujours une vigilance, mais c'est vrai que c'est voilà. Vous pensez que ce serait plus simple aujourd'hui, maintenant qu'on peut faire des voies pour les cyclistes, est-ce que ça serait plus simple d'aménager des choses aussi pour les malvoyants? Il y aura il y a des projets qui sont faits. Oui. Je relativise un petit peu. Oui, non, bien sûr. Il y a plein de choses qui sont faites. Après, effectivement, faut échanger. Oui, il y a même des commissions qui sont créées en amont d'aménagement de quartier pour recueillir les besoins. Tout à fait. Un prochain défi peut-être, Alban? Parce que là, on a terminé. Est-ce que vous avez des... Oui, c'est pas encore totalement validé, mais peut-être pour la fin de l'année, le marathon des sables au Pérou. D'accord. Voilà. Après le sel, le sable. Voilà, c'est ça. Mais on reste sur le même continent. Exactement. Merci à vous d'être... Oui, aussi, tout à fait, je vais vous le dire. Donc, si vous voulez voir, vous aussi, ce documentaire dont vous avez vu les extraits au-delà du regard, eh bien, allez sur le site internet de l'émission et vous pourrez voir ainsi les dates et les lieux de projection dans la région. Voilà, le message est passé, Marie-Hélène. Merci d'être venue nous parler de vos projets. Puis je vous souhaite tout plein de nouveaux défis et venez surtout le partager avec nous sur le plateau. Et bravo. Et bravo à vous. On retrouve Evan qui n'est pas dans un désert, vous allez voir. Au contraire, il y a énormément de choses. Ça foisonne. C'est à station-service des matériaux de qualité pour les bricoleurs, mais aussi les artistes. Oui, ici à Rezé, chez Station Service, c'est pas uniquement pour les bricoleurs. Venez avec moi, vous allez voir que c'est aussi le paradis des créatifs. Alors, Philippe, quand on voit ces beaux rouleaux de Sky, là, ils viennent d'où? Ils sont tout neufs? En fait, c'est des chutes de production, donc effectivement, c'est tout neuf. Ça vient de l'entreprise Covadis qui nous fabrique des agendas. Ils sont à côté, ils sont à Carquefou. Ils sont à Carquefou, et ça sert pour faire les couvertures des agendas. Et du coup, on travaille avec eux depuis maintenant 3 ans, depuis le début de Station Service.
Bon, et alors on passe un peu du tout au tout, mais on passe de l'autre côté de la pièce. J'ai vu qu'il y avait des bobines de fil, et c'est pareil, elles ont l'air toutes neuves. Alors ça, effectivement, c'est tout neuf. C'est un grand maroquinier de luxe qui travaille avec nous depuis très peu, depuis peu. Et avant de faire appel à nous, c'était des bobines de fil qui étaient amenées à être recyclées. Et en fait, ils ont pensé à nous parce que du coup, le réemploi, ça leur permet d'éviter le processus industriel qui est assez énergivore dans le recyclage. Bon, et du coup, ça fait du fil haut de gamme à petit prix. Vous êtes combien de salariés à bosser dans l'association ? Alors à Station Service, on est 15. Donc il y a des personnes qui sont plutôt à l'administratif. On a des gens qui sont à la collecte, à la vente. Comment est-ce que vous financez toute cette masse salariale ? En fait, c'est le produit, d'abord le produit des ventes des matériaux principalement, et aussi les entreprises qui avaient auprès desquelles on collecte, donc participent aux frais de collecte. D'accord. Et donc ça, c'est le travail de Julia, qui elle est aujourd'hui. Julia qu'on voit là-bas. Exactement. Qui va vous expliquer son travail. Allez, je vais aller voir Julia pour une petite question. Salut. Est-ce que les entreprises elles sont réceptives du coup quand tu vas les voir pour leur proposer de venir collecter leurs déchets ? Eh bien oui, de plus en plus. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Il y a une vraie mentalité qui change en tout cas sur les questions du réemploi. Ça, c'est encourageant. Voilà, absolument. Après, voilà, c'est toujours faire preuve de pédagogie, d'expliquer notre démarche, pourquoi on le fait, d'expliquer aussi la différence entre réemploi et recyclage. Et voilà, petit à petit. Et vous rayonnez dans un périmètre assez large autour de Rezé ? Oui, jusqu'à peu près 1h30 autour de Nantes en général. Voilà. Bon super, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, comme ça le message est passé. Merci Julia. Bon Philippe, du coup, si on n'est ni bricoleur ni créatif, est-ce que vous avez aussi des objets, j'ai envie de dire, prêts à l'emploi ? Depuis cette année, on s'est diversifié et on travaille en partenariat avec dans le métropole sur la collecte en déchetterie. Et du coup, on a ouvert une enseigne qui s'appelle Grand Magasin qui est au centre-ville de Nantes. Ah tu vas pouvoir nous y emmener alors ? Écoutez, allons-y avec plaisir. Voilà, on est comme ça nous. Allez, Alam, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Alors, tous les jours dans cette émission, notre objectif, c'est de répondre à vos questions, celles que vous nous faites parvenir via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a une question d'un téléspectateur. Nous vous avons trouvé la bonne personne pour répondre. C'est un avocat du barreau, excusez-moi, Maître Lecléache. C'est notre rubrique droit. Maître Créache, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, nous avons une question d'un téléspectateur qui concerne les vitres teintées. On l'écoute et on y répond juste après. Bonjour Vincent, j'habite à Nantes. J'avais une question effectivement qui concerne les vitres teintées. Je sais que depuis 2017, les forces de l'ordre peuvent dresser une contravention pour les vitres avant quand elles sont teintées. Or, ils ne sont pas équipés d'appareils de mesure. Donc ma question était, pouvons-nous contester ce genre d'infraction ? Et une perte de points n'est-elle pas un peu abusive ? Voilà. Alors, il y a deux questions en une. Déjà, est-ce qu'on peut contester une amende, puisqu'ils n'ont pas d'objet pour mesurer la teinte de la vitre ? C'est la question pertinente qui s'est posée dès que ce texte est paru. En fait, le texte, c'est que la transparence de vos vitres doit être supérieure à 70%. Pour le teintage, 70%. Donc le texte a prévu un chiffre précis. Et effectivement, les forces de l'ordre n'ont pas d'appareil homologué, voire pas d'appareil du tout, pour mesurer le taux de transparence. Donc pendant très longtemps, ça a été contesté et gagné d'ailleurs devant les tribunaux de police. Ouais. Tout au long de l'année 2018, des pourvois en cassation ont été formés, souvent par le ministère public. Et la Cour de cassation a tranché très récemment, puisque la dernière décision en date est d'octobre 2018, qui vient inverser la charge de la preuve. Si bien que les forces de l'ordre, même sans appareil, même sans nuancier, sont capables de dire que la visibilité n'est pas suffisante. Vous dressez un procès verbal, vous donnez une amende, vous avez la liberté de la contester. Là, toutes les formalités sont précisées, de la contester devant le tribunal de police et d'apporter la preuve que votre taux de visibilité est supérieur à 70%. C'est un peu compliqué et les contestations sont vives parce que si on compare par exemple avec le contrôle de la vitesse ou le contrôle de l'alcoolémie, les forces de l'ordre ont un appareil, qu'il s'agisse d'un radar ou d'un éthylotest. Et donc à partir de là, la preuve est faite par la partie poursuivante. Et là, on a inversé la charge de la preuve. Ça complique grandement le travail des contrevenants puisqu'il leur appartient de faire une expertise à leurs frais. Et surtout de se faire représenter parce qu'évidemment, il y a une défense à présenter, des démarches à suivre. Et donc, c'est extrêmement coûteux pour une amende forfaitaire qui, rappelons-le, est de 135 €. Alors, la deuxième partie, c'était les points sur le permis. Le retrait. Voilà, le retrait.
puisque le texte prévoit un retrait de 3 points. Oui. Donc, est-ce que c'est abusif? Ça m'appartient pas de me prononcer là-dessus. C'est le choix qu'a fait le gouvernement, parce que les contraventions, c'est pas le Parlement, c'est pas le législateur, mais c'est bien le gouvernement, par décret, qui élabore ces contraventions. Il y a un choix de 3 points qui a été fait pour une raison de sécurité routière, comme toutes les autres infractions pour lesquelles il y a un retrait de points encouru, qui est de dire la visibilité n'est pas suffisante, vous présentez un danger sur la route, donc pour accélérer le retrait ou votre mise aux normes, eh bien, on vous fait encourir un retrait de points. Est-ce que c'est abusif? Là, je vous dis, ça ne m'appartient pas de... Alors, juste une petite précision, on parle bien des vitres teintées avant. Oui. En revanche, arrière, on a le droit, c'est les pare-soleil... On a le droit, c'est pas prévu par le texte. Donc, on parle des vitres avant. Je sais qu'il y a eu J'ai des enfants et je voudrais police. avoir une vitre teintée derrière pour isoler un petit peu la voiture. Je ne peux pas? Alors vous pouvez. De toute façon, c'est quelque chose qui a été contesté. Alors j'ai plus le texte. J'ai une décision en tête où on avait justement annulé, en tout cas relaxé, ce contrevenant devant le tribunal de police parce qu'il n'était pas précisé quel type de vitre avait été teinté. Donc pour moi, on est vraiment sur les vitres avant, puisque la logique de ce texte même est de s'assurer d'une visibilité suffisante pour le conducteur. Parce que c'est vraiment une règle de sécurité. Donc pour les vitres arrière, a priori, il n'y a pas de difficulté. Très bien, merci, c'est très clair. Je vous propose de regarder maintenant une petite vidéo qu'on a réalisée, 1 minute chrono, pour tout comprendre sur les contraventions. On les redoute à l'ouverture de nos boîtes aux lettres, on ne veut pas les payer, et pourtant, plus on attend, plus ça coûte cher. On vous parle bien des contraventions, des amendes, ou des prunes si vous préférez. Du latin contravenire, qui signifie s'opposer, la contravention veut dire qu'on agit contre le règlement. Et ça, c'est puni par la loi. Le code de la route en France date de 1921. Mais en 1724, les contraventions pleuvaient déjà pour limiter le nombre de chevaux en fonction du nombre de roues de charrette et de leur poids. En France, 27 millions de contraventions en moyenne sont distribuées chaque année, soit 51 par minute. Alors attention, ouvrir une portière sans précaution ou allumer un moteur sans rouler, et bim, ça peut vous coûter de 11 à 33 €. Gêner ses concitoyens avec une voiture mal stationnée, et bam, jusqu'à 75 €. Une voiture mal entretenue, ça pollue, et boum, c'est 180 €. Conduite alcoolisée, refus de priorité ou brûlage de feu, et vlan, c'est 375 € maximum. Et enfin, blessure involontaire, usage d'un détecteur de radar ou même d'un écran, direction le tribunal de police. Et là, prévoyez du budget. Aujourd'hui, la pervenche en képi qui glisse son papier sur votre pare-brise n'est plus la seule à pouvoir vous verbaliser. Des sociétés privées embauchées par les villes rôdent. Et la police repère même les rebelles du parc-mètre à l'aide de voitures équipées. Mais on a quand même une bonne nouvelle. Si vous payez dans les 15 jours, la contravention sera minorée de 15 à 20%. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Alors avant de se rendre au tribunal de police, est-il intéressant pour ce type de contravention de faire appel à un avocat? Vous voulez dire pour mesurer pour contester, tout à fait, voir si c'est intéressant d'engager une procédure. Alors déjà, il faut comprendre que la contravention, c'est une infraction qui est constatée, peu importe que vous ayez eu l'intention ou non de la commettre. Vous avez brûlé un feu rouge. Si vous considérez qu'effectivement vous avez brûlé ce feu rouge, autant s'en tenir à l'amende forfaitaire qui vous est attribuée. Vous perdrez des points, vous paierez une amende forfaitaire. Elle peut être minorée effectivement si vous la payez dans un délai imparti. Engager des frais pour assurer sa défense, donc des frais d'avocat, s'exposer à une amende qui peut être largement majorée, puisque si on parle d'une 4e classe, par exemple, l'amende forfaitaire, c'était 135 € pour les vitres teintées. Tout à l'heure, sur cet exemple, au tribunal, c'est 750 € qui sont encourus. Donc, si les faits sont parfaitement établis et encourus, l'intérêt d'engager des frais, non, il n'est pas évident. Sinon, vous pouvez toujours contester, pour une quelconque raison, et y aller non représenté. L'avocat n'est pas du tout obligatoire dans le tribunal de police. Du coup, comment ça se passe au tribunal de police ? Un peu à la manière d'une audience classique. Si vous êtes sur les 4e classes, disons, le ministère public sera représenté par souvent un commissaire de police, avec un juge unique, et vous serez appelé dans l'ordre de vos dossiers à exposer quelques moyens sur un dossier qui n'est pas épais, puisqu'on a un procès-verbal dressé, une contravention, on est sur quelques pages, vous exposez votre défense, la décision est rendue sur le siège. Sur la 5e classe, c'est sensiblement la même chose, sauf que c'est un représentant du parquet qui est présent. Et sur la 5e classe, c'est 1 500 € encourus. On peut effectivement réfléchir, on pense notamment aux violences réciproques, parce que c'est une contravention. S'il n'y a pas d'incapacité totale de travail, ça peut être intéressant de prendre un avocat, parce qu'il peut y avoir des dommages et intérêts aussi qui peuvent être prononcés. Donc c'est à partir de, on va dire, vous disiez, si on commet un délit, une constatation, si on risque, on va dire, combien ? À partir de combien c'est intéressant de se dire, bon, je vais peut-être contester? Est-ce qu'il y a un seuil, très très vite? Le seuil,
très rapidement, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une victime? On n'est pas sur du routier, on est sur une autre type de contravention. J'ai une victime, je peux avoir des dommages-intérêts importants à régler, parce que là, il n'y a pas de limite, en revanche, sur les dommages-intérêts. Ça peut toujours être intéressant pour préparer le dossier. D'accord, très bien. C'était très clair. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'espère que notre téléspectateur est satisfait de la réponse. Je suis pas certaine. Alors, Evan, on retrouve maintenant Evan qui a quitté Rezé, direction Nantes. Station-service a lancé une boutique, pas comme les autres, c'est soldes et solidarité toute l'année. On regarde. Oui, Alam, alors on vient de passer de Rezé au centre-ville de Nantes, au pied de la cathédrale, dans un magasin créé par les équipes de station-service. Un grand magasin d'ailleurs, c'est son nom. Philippe, j'ai l'impression qu'ici le concept est un peu différent qu'à Rezé. Effectivement, Evan, le concept est un petit peu différent. C'est qu'ici, on collecte et on vend des objets et du mobilier. Alors, on a du mal à imaginer que tous les objets qu'on trouve ici, ils ont été récoltés dans des déchetteries. Oui, en fait, nous, on a un accord avec Nantes Métropole sur la collecte dans une déchetterie, un éco-point plus particulièrement, sur la métropole nantaise. Et en 2018, on a collecté près de 70 tonnes. Alors, les gens se déplacent là-bas pour se débarrasser des objets, mais aussi ils savent qu'on est présent pour le réemploi. Donc, ils viennent donner leurs biens directement à l'association là-bas. Et alors, vous les revendez à un prix vraiment pas cher. Comment vous fixez ces prix, justement? Alors, ça, c'est la partie la plus délicate de notre travail. On essaie de trouver des prix, de fixer des prix par rapport au marché et par rapport aussi à la quantité d'objets qu'on peut avoir. Voilà, ça va de 50 centimes à 100, 200 euros, mais globalement, c'est assez peu cher. Est-ce que vous avez eu l'impression que pendant les fêtes là, qui viennent de se passer, les gens avaient envie d'offrir des cadeaux un peu plus solidaires, un peu plus responsables? Effectivement, en fait, on a dépassé largement nos objectifs et j'ai bien l'impression que c'est un mouvement de fond où les gens veulent pas seulement partager, offrir des cadeaux, mais ils veulent aussi offrir des valeurs et des valeurs qui sont de la préservation des ressources et aussi de la lutte contre la surconsommation un peu. Non mais c'est génial, moi j'ai trouvé une petite casserole en cuivre à 2 €, j'en cherche une depuis longtemps, c'est parfait quoi. Justement, pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'ouvrir un magasin au cœur de Nantes alors que vous étiez basé à Rezé? Alors en fait on a fait le pari du cœur de Nantes parce que on souhaitait toucher un maximum de gens qui ne se déplaçaient pas dans les périphéries où habituellement les acteurs de l'économie sociale et solidaire se trouvent. Donc en fait ici on peut toucher un maximum de gens qui ne se déplaçaient pas et c'est aussi bénéfique pour les autres acteurs qu'on promeut ici au sein de notre zone locale. Bon, et on voit, ça ne désemplit pas depuis tout à l'heure. Ça ne te donne pas envie d'ouvrir d'autres magasins dans la France entière? Oh bah non, on va se contenter de Nantes. À Nantes, on va ouvrir dans le quartier d'Albi une autre antenne. Et on a un espace éphémère qui se trouve dans le quartier de la Bottière. Et pour les autres territoires, on laisse les autres porteurs de projets locaux nous contacter pour les accompagner. Mais en tout cas, on n'a pas de velléité à s'étendre au-delà. Vous en accompagnez déjà des projets. Oui, c'est ça, on en a déjà accompagné, oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle initiative. Moi, j'ai aussi repéré une petite maquette de bateau là, donc je vais vous souhaiter une très bonne journée et moi, je vais en profiter pour chiner un peu. Merci beaucoup Evan, à très bientôt. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à 10h50. Surtout, si vous voulez rejoindre notre chaîne de solidarité, rejoignez notre groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. Une adresse mail également pdl@ensemblec'estmieux.fr. On a besoin de vous. Si vous avez des projets à nous soumettre ou si vous avez du temps à consacrer aux autres, rejoignez-nous. À très vite. Je vous dis rendez-vous demain à 10h50. Bye bye.